Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bonjour, bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc le principe de l'émission, tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique, spécialiste reconnue dans sa discipline, apporte un éclairage particulier sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors les trois premières émissions ont porté sur des sujets d'actualité. On a parlé d'héritage avec André Masson, de protection sociale avec Denis Bouget, des hauts revenus avec Philippe Steiner. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage dans le temps. Nous allons prendre une leçon d'histoire économique. Pour cette leçon d'histoire économique, nous allons chausser les lunettes du comptable. Non pas celles de l'expert comptable, dont les branches sont parfois un peu rigides, mais celles de l'historien de la comptabilité. Nous sommes en effet heureux aujourd'hui d'accueillir Yannick Lemarchand. Yannick est professeur en sciences de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nantes. Il a également dirigé la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, qui est à l'origine de cette émission. Il a été donc son directeur de 2005 à 2008. Donc Yannick a été formé initialement à l'économie, ainsi qu'à l'histoire des sciences et des techniques. Il consacre aujourd'hui ses recherches à l'histoire des savoirs et des pratiques de gestion, et plus particulièrement à l'histoire des techniques comptables. Je vais le laisser dans un premier temps, donc nous présenter un petit peu ses projets de recherche, ses recherches, ainsi que les matériaux qu'il utilise, sa méthodologie, etc. Yannick, à vous. Merci Luc. Bon, vous l'avez dit, je travaille effectivement sur l'histoire des savoirs et des pratiques de gestion, principalement ce qui relève des techniques comptables, des outils comptables, ces technologies invisibles, pour reprendre une expression de collègue Berry du Centre de recherche en gestion de Polytechnique. Ces outils invisibles qui, malgré tout, ont des effets visibles, permanents, mais ces effets, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Alors, se pencher sur ces techniques, c'est se pencher sur l'histoire économique, sur l'histoire du calcul, sur l'histoire de l'écriture aussi, puisque aussi loin que l'on peut remonter dans le temps, finalement, l'écriture est née pour des besoins de comptabilisation. Ce que l'on trouve des civilisations mésopotamiennes relève au départ de la comptabilité, des choses que les archéologues en premier lieu avaient imaginées comme relevant plutôt de symboles relatifs à des pratiques religieuses, n'étaient en fait jamais que des outils comptables. C'est-à-dire que la comptabilité est à l'origine de l'écriture. Oui, pratiquement. La préoccupation comptable est permanente. Elle est permanente en ce sens que dès lors que vous confiez la responsabilité d'une tâche quelconque à un tiers, bon, les économistes parleraient de théorie de l'agence, mais bon, dès lors que l'on confie ne serait-ce qu'un troupeau à un gardien de troupeau, bon, il est censé pouvoir en rendre compte, et parmi cette reddition des comptes, il y a effectivement un problème de dénombrement. Et bon, ces problèmes de dénombrement qui sont à la base de ces questions de reddition de comptes, ce sont eux justement qui ont donné lieu aux premières écritures, aux premières formalisations. Et donc la naissance de l'écriture est concomitante de celle de la comptabilité. Alors, moi, je n'ai pas travaillé sur ces périodes-là. Je parlais de l'Antiquité. Alors, vous travaillez sur quelle période Oui, je travaille davantage sur, disons, ce que les historiens appellent à la fois la période moderne, disons, 16e jusqu'au 18e siècle, et puis la période contemporaine, donc 19e et 20e. Bon, à cet égard, par rapport aux historiens de formation, je suis un peu transpériode, ce qui, chez eux, est relativement rare. On les cantonnait sur une période, et il est rare que l'on travaille comme ça à cheval sur deux périodes.
Alors, pourquoi une aussi longue période? Parce que finalement, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions d'histoire de la comptabilité, bon, il n'y avait pas il n'y avait pas énormément encore de travaux qui avaient été réalisés. Il y en avait qui avaient été réalisés en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Italie aussi, parce que bon, il se trouve que l'Italie est le berceau des techniques que l'on continue d'utiliser encore aujourd'hui et qui ont été élaborées, disons, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance italienne. C'est là que datent les origines de la comptabilité moderne, alors. Voilà, oui, à peu près, oui. Les techniques que l'on utilise aujourd'hui dans la comptabilité. Alors, on reviendra sur les techniques un peu plus précisément tout à l'heure. Mais... Et donc, en France, j'ai été l'un des premiers. Il y a pas mal de collègues maintenant qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est vrai qu'il y a 20-25 ans, nous étions deux. Enfin, bon, c'était une concurrence qui créait de l'émulation. C'est bien. C'était bien. C'est bien. Pour publier, c'est plus facile. Également. Bon, maintenant, il y a pas mal de gens qui travaillent dans cette direction-là. Donc, sur l'histoire de la comptabilité proprement dite, quoi. Genre, oui, enfin, c'est toujours de toute façon en relation avec la gestion. D'accord. C'est jamais, sauf à rares exceptions près, la technique n'est jamais étudiée comme ça, uniquement en elle-même pour la technique. Mais par rapport à ses utilisations dans le domaine de la gestion, bien sûr, par rapport aux décisions ou aux comportements qui peuvent résulter des chiffres comptables, et puis aussi de façon plus large, on dirait, en relation avec tout le contexte dans lequel s'inscrit cette histoire. À la fois ce qui relève des faits économiques et des déterminations de type économique, et puis aussi des éléments politiques, des éléments sociaux. C'est une histoire qui est, je dirais, pluridimensionnelle, et on ne le réalise pas comme ça immédiatement quand on parle d'histoire de la comptabilité. Ça paraît quelque chose. D'abord, c'est une technique un petit peu ésotérique, un petit peu mystérieuse pour certains. Puis ça se limite à des chiffres. Enfin, disons que la vision que l'on peut en avoir, c'est effectivement celle de documents relativement arides de lecture. Or, en réalité, lorsque l'on regarde un petit peu plus loin, lorsque l'on va au-delà, effectivement, des documents qui sont produits par cette technique, on voit qu'elle s'insère dans tout un tissu, tout un réseau de relations, d'actions, et qu'elle n'est pas neutre aussi. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais ça n'est pas... C'est un instrument de mesure qui n'a pas l'objectivité des instruments de mesure de la métrologie, par exemple. C'est un instrument de mesure qui est fondé sur des conventions. Il y a des choix qui sont derrière les mesures qui sont effectuées, et ces choix ne sont pas, évidemment, sans conséquences. Si on utilisait le vocabulaire de Michel Foucault aussi, on pourrait dire que ça relève des technologies de surveillance, des technologies de contrôle et des technologies de pouvoir. Voilà. Donc ce sont de multiples dimensions. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur justement les origines de cette comptabilité moderne en Italie, donc durant la Renaissance, quoi. Notamment, est-ce que c'est là qu'est née la comptabilité en partie double, par exemple, si vous pouviez en dire quelques mots? Voilà, oui, c'est effectivement dans cette période, dans les villes de l'Italie du Nord, Florence, Gênes, Venise, que l'on trouve les exemples les plus anciens et les archives marchandes les plus anciennes qui nous permettent effectivement de dire que la technique était connue, utilisée à ce moment-là, disons aux environs du XIVe siècle à peu près, XIVe, XVe siècle. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui a été, je dirais, inventé comme cela spontanément, mais
ce sont des pratiques qui se sont répandues, par la voie de l'apprentissage, puis ensuite aussi par la voie des traités. Hein. Mais disons que l'instrument de base de la comptabilité, de cette comptabilité marchande, c'est le compte en débit et crédit. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en partie double, quoi. Ça, alors, non, pas tout à fait. Non. Oui, non, ça n'est qu'un élément. Donnez-nous un petit cours de comptabilité rapide. Ça n'est qu'un élément. Hein. Tout le monde a déjà vu un extrait de compte en débit et crédit, puisque de toute façon, on en reçoit régulièrement de sa propre banque. Hein. Bien, mais de la même façon que la banque, si vous voulez, vous ouvre un compte et qu'elle ouvre un compte à chacun de ses clients, dans la comptabilité d'une entreprise, on va ouvrir des comptes, effectivement, aux différents clients, aux différents fournisseurs. Et on parle de comptabilité en partie double à partir du moment où chaque opération donne lieu à ce que l'on appelle une écriture, ou une double écriture symétrisée. C'est-à-dire qu'un compte est débité et parallèlement un compte est crédité. Voilà. Bon, ce sera un petit peu long et pas nécessairement simple d'aller beaucoup plus loin dans les explications. Donc, ce qui précède la comptabilité en partie double, c'est débit-crédit. C'est ça. Donc, on est passé des choses simples à des choses un peu plus élaborées, quoi. Voilà. Ceci, si vous voulez, par opposition à un autre type de comptabilité que l'on trouve plutôt dans le domaine seigneurial, par exemple, ou dans la comptabilité des finances publiques sous l'Ancien Régime, et même plus tard, ou encore plus récemment, si l'on veut, qui est ce qu'on appelle la comptabilité en recettes et dépenses, qui consiste simplement à faire la liste des recettes que l'on a perçues. Hein. Si par exemple, imaginons un percepteur d'impôts, il va faire la liste des recettes qu'il a perçues, il fera la liste des dépenses qu'il a engagées pour le fonctionnement de son office de percepteur, et il en rendra compte ensuite en faisant donc la différence entre ses recettes et ses dépenses, et il sera redevable, il sera comptable, au sens strict, de la différence entre ce qu'il aura perçu et dépensé pour la réalisation de son office. Alors, cette comptabilité-là est un petit peu plus rudimentaire, je dirais, mais elle s'inscrit dans une autre logique aussi, de responsabilité, alors que la comptabilité en partie double est davantage celle du marchand, qui peut la tenir pour lui-même, pour ses propres activités, ou éventuellement, s'il exerce en société avec d'autres, pour cette société. D'accord. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. You can't go to the beach, not in the photo. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars is no fun. Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth, but the Greens don't like us. They want us to leave the place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars is no fun. Mars, I want to go back on Earth and live with you in our social housing. Wander all afternoon in the shopping mall of Milton Keynes. Mars is no fun. Mars is no fun. Mars, you can
is much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounded on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars. Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, vous êtes bien dans les causeries de la MSH et nous parlons aujourd'hui d'histoire de la comptabilité avec les travaux de Yannick Lemarchand. Donc Yannick, donc on a parlé dans la première partie de cette émission donc de méthodologie, de méthode, et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet à travers donc certains de vos travaux de recherche qui concernent plus spécifiquement la région nantaise. Donc une des hypothèses, donc qui une des hypothèses que vous essayez de détailler à partir justement d'une méthodologie qui est basée sur l'étude de cas, hein, si je vous lis bien. Donc c'est de regarder, d'étudier un petit peu le lien entre la comptabilité et l'essor du capitalisme, parce que a priori, si je vous ai bien lu, donc la comptabilité aurait eu donc une influence sur le développement du capitalisme. C'est notamment une hypothèse qui avait été avancée par Sombart et Weber et Max Weber, d'après ce que je sais. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette hypothèse? Pourquoi c'est-il intéressant spécifiquement, quel est donc évidemment l'impact des règles comptables sur l'essor du capitalisme? Et puis on viendra justement sur cette étude de cas, donc à travers un travail sur les archives, sur qui concerne l'histoire nantaise et qui concerne plus spécifiquement donc la maison Choran au XVIIIe siècle. Donc vous allez nous en dire des choses. Oui, alors, quelques mots effectivement sur le lien entre la comptabilité et le capitalisme. Bon, c'est vrai que c'est une idée que l'on trouve à la fois chez Max Weber et chez Werner Sombart, idée selon laquelle la comptabilité en partie double en particulier, hein, dont on vient de parler, a joué ou aurait joué un rôle primordial dans l'essor et le développement du capitalisme, notamment en fournissant un instrument de mesure, hein, j'ai évoqué tout à l'heure cette question de la mesure, mais en fournissant aux capitalistes un instrument de mesure du profit, lui permettant de rapporter ce profit au montant du capital investi, et à partir de là, donc, le mettre en situation de se comporter de façon rationnelle. Voilà. Alors, bon, pas mal de gens se sont penchés sur cette question. Hein. Je dirais qu'il y a des avis relativement variés et divergents. Certains ont effectivement tenté de vérifier à partir d'archives comptables si on pouvait considérer que la comptabilité avait joué ce rôle. Vous avez parlé d'études de cas. Effectivement, je mène un travail sur une comptabilité nantaise, sur les archives d'une maison nantaise, mais bon, finalement, c'est parce que je suis nantais et que le matériau est là. J'ai travaillé sur bien d'autres fonds d'archives localisés dans d'autres régions ou pays, mais c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, là, je travaille dans le cadre d'un contrat avec l'Agence nationale de la recherche sur donc des archives laissées par une famille de négociants nantais, sachant dans le même temps que d'autres collègues dans d'autres universités sont également impliqués dans le même type de recherche, mais sur d'autres fonds d'archives. Ça dépasse d'ailleurs le cadre français, puisqu'il y a des archives commerciales américaines, anglaises et néerlandaises qui sont également étudiées dans le cadre de ce programme qui s'intitule MARPROF,
C'est une contraction inversée de profit marchand. Bien, alors, lorsque l'on travaille sur les livres de comptes de cette famille Choran, et puis aussi le constat donc, a été fait par d'autres à partir d'autres fonds d'archives. Qui étaient les Chorans? Alors, les Chorans, c'est une famille qui n'est pas d'origine nantaise au départ. Hein. Choran et le père Choran, on va dire, est venu à Nantes dans les années 1740. Il venait du midi de la France, une famille de notables. Et il a fait alliance avec une famille de notables, de négociants nantais, une importante famille de négociants nantais. Hein. Il a épousé une dame de la famille Portier de Lantimot, qui étaient déjà des négociants très très bien implantés sur la place. Lui s'est lancé dans l'activité de négoce, et ce sont surtout ses deux fils qui ont ensuite pris la succession et vraiment développé l'affaire. Ceci, on va dire, dans le dernier quart du XVIIIe siècle. C'est le négoce sur quelle marchandise? Alors, le négoce, en fait, se fait sur toutes sortes de marchandises. Il n'y a pas une étroite spécialisation. Hein, bon, on est dans la catégorie du grand négoce, c'est-à-dire que ce sont des négociants qui interviennent pas simplement sur la place nantaise, mais qui sont en relation avec d'autres commerçants à Londres ou encore à Amsterdam ou à Hambourg, et puis qui travaillent dans le cadre du commerce atlantique, hein, c'est-à-dire dans le cadre de la relation entre Nantes et les Antilles, Saint-Domingue principalement, mais aussi la Martinique et la Guadeloupe, hein, les Antilles françaises, donc Saint-Domingue, la partie française de Saint-Domingue, ce qui deviendra Haïti lorsque sera proclamée la République haïtienne. Et dans ce cadre-là, je dirais qu'il réalise un petit peu toutes les activités commerciales, et y compris, bien sûr, une activité particulière, bien connue du négoce nantais, qui est celle de la traite négrière. Mmh. Mais si vous voulez, on n'est pas... Il n'y a pas de spécialisation. On entend parfois parler de négriers. Bon, effectivement, ce sont des négriers, mais aucun n'est spécialement et uniquement négrier. Voilà. On travaille... on achète des marchandises pour les revendre. On travaille aussi à la commission, c'est-à-dire qu'on reçoit des marchandises qui nous sont expédiées par un correspondant, des marchandises qui peuvent venir effectivement des Antilles ou qui peuvent venir de Lisbonne, de plusieurs endroits, pour les revendre sur le marché nantais ou pour les expédier sur un marché plus lointain, toujours pour les revendre. Et dans ce cas-là, donc, on est payé à la commission, simplement. Hein, on a une marge sur le prix de vente global. Ça représente une grande partie de leurs activités. Ils sont aussi assureurs. Ils ont aussi une activité bancaire. Ils pratiquent l'escompte des lettres de change. Enfin bon, mais c'est normal. Hein. Oui, c'est vraiment le panel d'activités commerciales du négociant. Voilà, il n'y a pas vraiment encore de spécialisation. Non. La spécialisation viendra vraiment au 19e. Et donc, alors par rapport à votre hypothèse de départ, donc justement qui est donc l'impact de la comptabilité sur l'essor du capitalisme. Alors, donc à partir de la maison Choran, qu'est-ce qu'on peut dire justement Alors, ce que l'on peut dire, entre autres choses, c'est que des gens s'aperçoivent qu'ils calculent très très rarement, voire quasiment jamais, de profit global de leur activité.
Il calcule éventuellement des résultats partiels sur des activités données, sur des opérations précises. Par exemple, effectivement, l'expédition d'un bateau avec une cargaison pour la traite négrière et puis son retour. Bon, là, il y aura un calcul de résultat parce qu'en plus, ce résultat sera partagé parce qu'on n'investit jamais seul dans ce genre d'aventure. Il y a toujours plusieurs personnes qui participent au financement de l'expédition. Mais si vous voulez, il n'y a que des calculs de résultats partiels. Hein. Bon, ce qui s'explique aussi parce que de toute façon, calculer le résultat global de leur activité, tenter de calculer un résultat annuel, par exemple, représentera un travail absolument phénoménal. S'il fallait procéder à une clôture annuelle des livres de comptes tels que ça se fait aujourd'hui dans les entreprises, ce serait assez monstrueux. Il leur arrive de clôturer leurs livres, mais pas de façon régulière. Mais il suffit de voir, au moment où cette clôture intervient, on imagine que c'est quelque chose qui peut représenter 15 jours, 20 jours, un mois de travail, un mois d'écriture. Et pour un calcul qui n'aurait pas forcément un intérêt phénoménal. Il vaut mieux effectivement avoir des résultats partiels qu'un résultat global. Donc, on n'est pas vraiment encore dans ce que pouvaient considérer Weber et Sombart. Et l'intérêt de la comptabilité, de cette comptabilité, moi je le vois ailleurs, c'est plutôt justement dans le fait de procurer un outil qui permet de suivre et de gérer en même temps une multiplicité d'activités, voilà, avec une multiplicité de comptes ouverts à tous les correspondants avec lesquels on travaille. Et le fait aussi, ce compte en débit et crédit qui crée cette relation entre celui qui tient les comptes et le correspondant auquel ce compte est ouvert. D'accord. Alors vous citez, c'est quelque chose que j'ai noté dans votre travail, c'était donc la fameuse, pour donner un exemple, sur les tailles. Donc, dites-nous on va terminer la deuxième partie de l'émission justement sur les tailles, parce que j'ai connu ça moi au milieu effectivement du XXe siècle, où on voyait ça chez les boulangers, je crois, c'est ça. Donc oui, tout à fait. Oui, j'ai parlé des tailles parce que ça me fournissait une analogie intéressante par rapport justement à la relation qui s'institue grâce au compte courant entre, donc encore une fois, un négociant et son correspondant. Dans la taille, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de bois qui est une tige de bois qui est fendue en deux. Un morceau pour le boulanger, et un morceau pour le client. Et à chaque fois qu'il y a un pain qui est acheté, les deux morceaux sont entaillés, avec le même... Un peu à l'image du cow-boy qui Voilà. Qui faisait des encoches pour chacune de ses victimes. Absolument. Mais là, il faut que les deux aient des bouts de bois qui soient symétriques avec les mêmes encoches. Et voilà, donc ça donne une bonne illustration de la comptabilité en partie double, ça. Non ? Alors, oui, c'est aussi une illustration de la comptabilité en partie double, si on veut. Bon, c'est un peu une simplification, mais c'est quelque chose, dont on peut considérer que c'est à la fois un outil de défiance et un outil de confiance. entre les deux parties. Mais ça permet à chacun, ça leur permet de confronter leur point de vue, justement. Voilà. Merci. Oui, je rêvais de notre monde. Et la terre est bien ronde. Et la lune est si blonde que ce soir dansent les ombres du monde.
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Oui, nous recevons aujourd'hui Yannick Lemarchand, donc professeur de sciences de gestion, qui va nous parler un petit peu d'histoire nantaise à travers donc son regard d'historien de la comptabilité. Donc on a abordé donc dans la deuxième partie de l'émission donc l'hypothèse donc qui l'intéresse dans ses travaux, c'est de savoir un petit peu les relations entre la comptabilité et l'essor du capitalisme. Donc vous aviez des choses à nous rajouter sur justement qui corroborent un petit peu cette hypothèse à travers donc les relations entre marchands eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire que je vois davantage l'apport de la technique comptable à l'essor du capitalisme se situe davantage dans le mode de relation finalement qu'institue l'utilisation du compte en débit et crédit et de l'extrait de compte dans la relation entre les marchands comme élément ayant permis le développement de ce capitalisme, beaucoup plus que comme instrument de mesure du profit. Alors je m'explique très brièvement. Le négociant, prenons Choran, ce négociant a toute une série de correspondants dans divers endroits d'Europe et puis des Antilles. Et chaque année, là de manière régulière, il va envoyer un extrait de compte courant à ses correspondants. En principe, celui qui reçoit un extrait de compte courant doit être à même de vérifier sur sa propre comptabilité la correspondance. Un peu comme les relevés bancaires. Alors, voilà, on reçoit tous exactement. les mois. De la même façon, si vous tenez une comptabilité de vos des chèques ou des règlements que vous émettez et puis des salaires que vous recevez, vous devez pouvoir faire un rapprochement entre cette comptabilité et puis ce que vous envoie la banque. Donc, lorsque l'on est lorsque les choses se font quasiment en temps réel, comme c'est le cas aujourd'hui, les vérifications peuvent aller assez vite et sont quasiment instantanées. Mais là, on a des relations qui passent par exemple, des voyages maritimes qui vont durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et cette vérification doit être faite également, c'est-à-dire que le correspondant qui va recevoir cet extrait de compte va le confronter à ses propres livres, va éventuellement envoyer et demander un rectificatif à son correspondant nantais, et ainsi de suite, jusqu'à arriver effectivement à équilibrer les deux extraits. Si vous voulez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que on parle beaucoup de réseaux marchands pour évoquer justement ce développement du capitalisme commercial. Mais ce réseau, il ne peut perdurer. Il se crée souvent, effectivement, à partir de relations parfois familiales, de relations d'amitié et autres, mais il ne peut perdurer et se solidifier que dès lors que l'on a des instruments du type de ceux que je viens d'évoquer, donc du compte courant, pour justement installer cette relation dans la durée, et en même temps, comme je l'ai dit aussi, voilà la confiance, et aussi donc l'entreprise qui a atteint un certain niveau d'activité, un certain volume d'activité, ne peut pas se passer de cet outil pour contrôler l'ensemble de ses activités. C'est en ce sens que, effectivement... Voilà, c'est là pour moi que se situe principalement l'apport de la comptabilité au développement du capitalisme. Pour l'essor des entreprises et donc du capitalisme. Oui. Par la suite, lorsque l'on va passer du capitalisme du capitalisme commercial au capitalisme industriel, et puis ultérieurement au capitalisme financier, on va aller effectivement vers des comptabilités un petit peu plus sophistiquées, notamment lorsque vont se mettre en place les sociétés anonymes, les sociétés par action, où là effectivement il va falloir rendre compte à des actionnaires de manière régulière. On va aller vers des comptabilités un petit peu plus élaborées, où le calcul du résultat deviendra quelque chose
d'important, le calcul des résultats annuels deviendra une question importante. C'est pas pour autant qu'elle sera nécessairement facilement résolue. D'accord. Alors, une autre partie de vos travaux, on va rester à Nantes, donc au XVIIIe siècle, puisque bon, une des sources de la richesse nantaise, c'était donc le fameux commerce triangulaire, à travers la traite négrière. Alors, vous avez donc été amené, donc dans vos travaux à aborder donc cette époque. Alors, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Oui. Alors, je l'ai abordé pour 2 raisons. Bon, la première, effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait le matériau nantais. Bon, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'archives de négociants, très peu en réalité. Hein. Il y a quelques fonds, on va dire 3-4 fonds d'archives de négociants qui sont aux archives départementales de Nantes et sur lesquels on peut travailler, qui constituent des fonds d'archives assez importants, hein, qui permettent de voir de manière assez précise l'activité. Pour le reste, on a aussi des documents beaucoup plus dispersés, beaucoup plus épars, mais dont chacun ne nous donne qu'une partie infime d'informations par rapport à ces questions-là. Il y a finalement très peu d'études quantitatives, on va dire, au sens statistique. C'est-à-dire que prendre... Si. Il y a des études quantitatives, parce qu'il y a une base de données aux États-Unis, qui est d'ailleurs aujourd'hui accessible en ligne, et qui recense une grande partie des voyages de traite, quels que soient les pays, avec à chaque fois des données sur le tonnage des navires, le nombre d'hommes d'équipage, le nombre de captifs, puisque c'est le mot qui est utilisé à l'époque, le nombre de captifs traités, donc la date à laquelle le bateau est parti, la date à laquelle il est arrivé, ou la date à laquelle il a disparu. Enfin, il y a des données très précises, parce qu'en fait, ça, ce ne sont pas des données que l'on va trouver dans des archives de négociants, mais ce sont des données administratives. Voilà, d'accord. Et en France, bon, l'amirauté enregistrait effectivement toutes ces données-là. Mais en revanche, ce que l'on n'est pas à même de pouvoir dire à partir de ces archives, c'est quelle était la rentabilité de ce type d'activité. Ça, ces bases de données, là, bon, parfois, il peut y avoir des renseignements sur les prix de vente des captifs ou sur le montant sur la valeur de la cargaison de départ qui a servi au troc pour les acheter. Mais c'est très difficile d'avoir vraiment des chiffres fiables. On peut les avoir par certaines archives de négociants. Il y a des calculs qui ont été faits, mais qui restent très partiels, parce qu'on va avoir des calculs pour 1, 15, 20 voyages. Or, pour une ville comme Nantes, je crois qu'il y en a eu quelque chose comme 1200 ou 1300, enfin, pour le seul 18e siècle. Parce que la traite... 1300 voyages, ouais. Oui, oui, en gros. Et donc, on va avoir des données pour une quinzaine ou une vingtaine. Ça ne permet pas d'avoir quelque chose de très précis. On sait que ça pouvait effectivement rapporter gros. Et si ce n'avait pas été le cas, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant d'investisseurs à se lancer dans cette activité. Quand on regarde... Allez-y. Oui, ce qui m'a amené aussi à m'intéresser à ça, c'est que à Nantes a été écrit un ouvrage qui s'intitule « Le guide du commerce ». Voilà, c'est ça, oui. Par un certain Guénia, qui se faisait appeler Guénia de Launay, qui était d'origine angevine, qui était venu s'installer à Nantes, qui a travaillé à Nantes comme teneur de livres, manifestement, chez des négociants. Et puis, son activité de cette activité de teneur de livres, il avait aussi une activité d'enseignant, hein, je pense qu'il enseignait la comptabilité, tout simplement. Il en a tiré la matière d'un ouvrage, donc, qu'il a intitulé « Le guide du commerce », et c'est un ouvrage qui a cette particularité d'être quasiment, et jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé personne pour me démentir sur ce point-là, le seul ouvrage qui traite de la comptabilité du commerce triangulaire. Voilà. Avec un exemple complet. Bon, l'exemple d'un navire qui partirait de Nantes et puis qui va à la côte d'Afrique.
avec une cargaison. La cargaison est échangée contre des captifs. Les captifs sont vendus donc comme esclaves à la Martinique et le bateau revient en France. Voilà. Alors, et donc, qu'est-ce qui vous avait amené donc à vous intéresser donc à ce guide du commerce pour votre qu'est-ce que vous avez essayé d'étayer à partir de ce guide du commerce? Alors, on a essayé de voir d'abord dans quelle mesure ça correspondait à peu près aux pratiques. Est-ce qu'il était effectivement représentatif des pratiques? Là, on a pu comparer avec quelques documents de première main, quelques éléments d'archives. Et puis, c'est un ouvrage qui nous a intéressés parce que il est composé de toute une série d'exemples. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une étude de cas, finalement, ce qui est traité dans ce guide du commerce. On s'est aperçu que cette étude de cas, elle fait intervenir toute une série de personnages, il y en a plus de 300, quelque chose comme ça, qui sont des personnages réels. C'est-à-dire que ça a été fait à partir de matériaux réels. Vraisemblablement, donc... des gens donc des négriers, quoi. Oui, qui sont des négociants de manière générale. Voilà, d'accord. Je pense que le Guignard de Launay a dû travailler comme teneur de livres pour un négociant qui faisait le commerce négrier. Et ça nous a permis de reconstituer. Évidemment, ça nous offre une espèce de reconstitution de la comptabilité d'un négociant nantais, mais pour une période, justement, pour laquelle on n'en possédait pas. C'est-à-dire juste à la fin de la première moitié du XVIIIe, alors que celle que l'on possède correspondent à la seconde moitié du XVIIIe. Donc ça nous a apporté un matériau supplémentaire aussi par rapport à cette activité de négoce. Merci. For years I've tried to see myself like another, and then discovered disorder. It happened to me, I had forgotten the answer, the helpless answer to my whisper, and I took it out of my folds. Ever since we went with the weather, I've lost my temper in the fire. For fear there's nothing better, being a slave of there comes the day I'll get my booty, and I'll walk bootless in history. Soon after I'll make it a point of duty down the memory of this story, but I took it out of my house. Ever since you turned the corner through the lane of 6 soldiers, hide myself from the sight of race. Everybody looks like a rigger. Living slowly. Ever since you turned the corner, I've lost my temper in the fire. For fear there's nothing better, being a slave of another. Radio Nantes, les causeries de la MSH.
Alors nous allons revenir avec Yannick Lemarchand maintenant sur l'historien de la comptabilité, donc sur des choses peut-être un peu plus d'actualité. Ma première question concernant l'actualité, c'est donc, est-ce que tous les pays, enfin bon, même que ce soit en Europe ou même plus largement, est-ce que tout le monde partage les mêmes normes comptables? Est-ce que ou bien est-ce qu'il y a des systèmes différents? Parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de comparer les bilans, etc., les actifs passifs, mais si on n'a pas les mêmes outils comptables, ça va être un peu plus compliqué, non? Donc, Oui. Alors si je remonte un petit peu dans l'histoire, j'évoquais la période du capitalisme commercial, on va dire en gros jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Là, on a en Europe des méthodes qui sont vraiment communes, avec un certain degré d'universalité, universalité à l'échelle de l'Europe et puis des États-Unis. Mais avec l'industrialisation, avec le capitalisme financier, on va voir effectivement se dessiner des modèles comptables plus ou moins nationaux ou continentaux. Enfin, disons qu'on a longtemps opposé un modèle anglo-saxon à un modèle plutôt continental. Alors, les différences? Bon, très, 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 très rapidement. Mais d'abord, le modèle anglo-saxon, c'est déjà lié à une philosophie libérale du fonctionnement de l'économie. Voilà. On en a parlé un petit peu. Et à l'idée selon laquelle le fonctionnement du marché financier, disons que la comptabilité fournissant des informations qui vont servir éventuellement à l'orientation des capitaux sur ce marché financier, il faut bien évidemment faire en sorte que les données comptables soient les plus proches possibles de la vérité comptable, pour faire en sorte que les capitaux s'orientent de façon optimale. Alors, on est un petit peu dans le domaine de l'idéologie et de la croyance aussi, parce que, après, il y a la question de la production de ces données comptables et du contrôle de leur production. Alors depuis longtemps, les anglo-saxons ont donc développé l'audit financier. C'est vrai que les grands cabinets d'audit que l'on connaît aujourd'hui et qui dominent le marché du contrôle des comptes et du commissariat aux comptes sont des cabinets américains, mais en fait, à l'origine, ce sont des cabinets anglais, et leur développement est tout à fait lié au développement de la profession comptable britannique et de la philosophie de cette profession comptable britannique. Alors, j'ai parlé de libéralisme, mais je parlerai aussi de liberté, c'est-à-dire que au départ, il y a un grand choix, c'est aux entreprises de choisir les méthodes comptables qu'elles utilisent. En imaginant effectivement que le contrôle par les auditeurs permettra justement de corriger les éventuelles erreurs qui pourraient intervenir. Dans les pays continentaux, et en particulier en France ou encore en Allemagne, on a un autre modèle qui est plus basé sur l'intervention de l'État. En France, il y a un cadre comptable assez rigide qui se met en place après la libération, après la Seconde Guerre mondiale, le plan comptable. Aux États-Unis, en Allemagne, le plan comptable en Allemagne a préexisté à la Seconde Guerre, puisque ça va être en 1937 qu'un plan comptable est adopté en Allemagne. Et les modes de financement des entreprises sont différents. Les banques jouent un rôle beaucoup plus important que le marché financier lui-même, que le marché des capitaux. Donc il y a des systèmes effectivement comptables assez
assez variées. On est maintenant depuis 20 ans, 20-25 ans, dans un processus d'harmonisation. Il y a déjà une harmonisation qui s'est dessinée au niveau de l'Europe à partir des années 80, on va dire, et puis une normalisation internationale qui se met en place depuis 15-20 ans. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands normalisateurs internationaux. Disons qu'il y a un grand normalisateur au départ qui est le normalisateur américain. Et compte tenu de la dimension du marché financier américain, compte tenu de l'importance des entreprises américaines, les normes américaines ont eu tendance à prévaloir pendant pas mal de temps, hein, et les entreprises européennes étaient plutôt incitées justement à s'aligner sur ces normes dès lors qu'elles souhaitaient se financer sur le marché américain. Et puis en parallèle, une institution a été créée par des Britanniques, mais une institution qui regroupe des professionnels de plusieurs pays, hein, qui s'appelle l'IASP, l'International Accounting Standard Board, qui a commencé à élaborer des standards, des normes à vocation internationale également. Et donc il y a eu cette espèce de concurrence entre cet organisme international et puis le normalisateur américain. Aujourd'hui, on serait dans ce qu'on appelle un processus de convergence, donc autrement dit, une harmonisation à venir des normes de l'IASB et des normes américaines. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que l'Europe, en 2000, a renoncé à normaliser elle-même en la matière et a décidé de s'aligner sur les normes de l'International Accounting Standard Board. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est difficile à dire, mais déjà, c'est un abandon de souveraineté de la part de l'Europe, puisque, il n'y avait pas de raison, hormis un certain nombre de raisons techniques, et puis sans doute aussi des luttes d'influence au sein de l'Europe et des luttes d'influence entre organismes, ou disons organisations professionnelles comptables au sein de l'Europe, qui ont conduit à ce choix, mais au départ, il y avait une instance de normalisation européenne qui avait été mise en place et qui aurait pu mener à bien ce travail. Donc en 2000, l'Europe a décidé de renoncer et de s'aligner sur les normes de l'IASB. Le problème de l'IASB, enfin en dehors de cette idée d'abandon de souveraineté, le problème aussi, c'est que les normes de l'IASB sont élaborées donc par un petit nombre de personnes. L'Europe y a un représentant à titre consultatif. Ces personnes sont donc des professionnels, ce sont des spécialistes de la comptabilité et de l'audit. Bon, on comprend effectivement qu'il faille des spécialistes pour travailler sur ces questions-là, mais je dirais c'est laissé, donc cette normalisation est laissée à ces seuls spécialistes. Or, en même temps, il faut savoir que derrière ces spécialistes, on retrouve justement les 4 grands groupes d'audit internationaux. C'est-à-dire les agences de notation, les fameuses agences de notation. Ce ne sont pas les agences de notation, non, ce sont d'autres agences. Mais non, ce sont les cabinets d'audit. Les cabinets d'audit et les agences de notation sont deux choses différentes. Hein, encore qu'elles puissent avoir des liens entre elles et évidemment un travail d'auditeur peut ensuite servir éventuellement à une agence de notation pour élaborer sa propre notation. Mais ce sont quand même des choses a priori, ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que l'audit, prenons la législation française, toute société qui publie des comptes, toute société de capitaux, et même les grandes associations aussi, à partir du moment où elles atteignent un certain seuil de dimension, elles doivent publier
leurs comptes, ils doivent publier un bilan, compte des résultats, etc. Et ces documents doivent être examinés par ce qu'on appelle des commissaires aux comptes, ou maintenant ce qu'on appelle plus généralement des auditeurs. Mais, si vous voulez, a priori, donc, ces gens-là sont indépendants, justement, de l'entreprise qui a émis ces documents comptables, et donc ils ont une mission de surveillance, dans l'intérêt général. Bon. Après, il ne faut pas, comme ça avait été le cas pendant l'affaire Enron, qu'un grand cabinet se trouve à la fois auditer les comptes, et donc contrôler, et d'un autre côté, prestataire de services pour la même entreprise, Enron. Le fameux conflit d'intérêt. Bon, voilà, conflit d'intérêt. Alors, depuis, il y a eu une séparation un petit peu plus rigide de ces activités-là, les activités de conseil, les activités d'audit. Mais si vous voulez, ces cabinets d'audit ne possèdent pas nécessairement la vérité. Et bon, on a actuellement pas mal de problèmes, notamment en matière de normalisation, avec ce qu'on appelle l'évaluation à la juste valeur, autrement dit à la valeur de marché. Les entreprises sont censées évaluer leurs actifs, et en particulier leurs actifs financiers, à leur valeur de marché. Ce qui est en contradiction avec un principe qui a été très très longtemps appliqué, qui était le principe de prudence, parce que évaluer à la valeur de marché, ça peut vous amener à comptabiliser des bénéfices qui ne sont pas encore réalisés. Il suffit que la valeur chute. Diminue, c'est ça. Ensuite, vous avez dans vos comptes un bénéfice qui ne se réalise pas. Et là, ça fait référence à un problème d'évaluation. C'est toujours un problème d'évaluation. Oui, c'est un problème d'évaluation. Oui. Ouais. C'est, même quand on évalue la richesse d'un ménage, par exemple, c'est effectivement, c'est comment il évalue donc ses actifs financiers. On a le même problème, quoi. La valeur de marché, c'est la valeur d'aujourd'hui, donc. Oui, absolument. Avec. Alors, bon, on va pas prendre nécessairement la valeur du jour. On va prendre une moyenne sur 3 mois, par exemple, pour essayer de lisser un petit peu la chose, mais malgré tout, c'est une valeur qui est délivrée par le marché. Alors, quand il existe un marché encore, c'est une chose, mais lorsqu'il n'existe pas de marché, là on utilise des modèles. Voilà. Et après, on comptabilise des provisions pour risque de modèle. Merci Yannick. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons parlé donc aujourd'hui d'histoire économique à travers donc un historien de la comptabilité. Euradio Nantes vous a présenté les causeries de la MSH. Réécoutez cette émission sur euradionantes.eu, radionantes.eu, 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 radionantes.